Le SPANC, Monsieur O. Au propre, au sale. Alors, au niveau du SPANC, donc 113 446 euros, dont 60 980 euros d'investissement. Alors là, il faut se méfier dans les chiffres. C'était des aides qui avaient été données par l'Agence de l'eau pour la réfection d'un certain nombre de contrôles d'assainissement. Donc ça, ces aides, on est en cours d'achèvement. Ça ne sera pas reconduit puisque l'Agence de l'eau, dans son 11e programme, n'a pas prévu d'aide pour l'assainissement non collectif. Alors en 2020, donc 183 contrôles ont été réalisés. Il nous reste 736 contrôles à réaliser. L'objectif est de 280 contrôles annuels avec une nouvelle organisation. Alors cette nouvelle organisation, ça sera sur une diapo d'après. Et évidemment, l'équilibre du budget est visé en 2021 puisque c'est une obligation d'équilibrer ce service. Et pour mémoire, on avait fait appel au budget général pour 20 165 euros pour équilibrer l'exercice 2020. Alors, dans les évolutions du service, on a donc embauché un nouvel agent, Florence Pironnet, qui était actuellement sur ce poste, a voulu passer à 0,5 équivalent temps plein. Donc, on a recruté un agent supplémentaire qui, lui, sera à temps plein. Et il y a aussi le poste de Quentin, qui était à 0,2 équivalent temps plein, qui faisait des actes administratifs, qui reste uniquement sur le pôle urbanisme. Alors, ça va faire partie d'un vote. La proposition d'évolution au niveau de la périodicité, on était aujourd'hui sur un passage tous les 7 ans. On va passer à 10 ans, sachant que ça implique une évolution de tarification. Alors, toutes ces propositions ont été analysées et adoptées en commission SPANC, puisqu'on a réuni 2 fois la commission. Alors, au niveau de la tarification, donc on était pour les assainissements de moins de 20 équivalents habitants, on était à 25,70 € par an. Donc, c'était le calcul 180 € qu'on divisait par 7 ans. Et là, donc, on le passerait à 10 ans. Donc, 25,70 € avec une augmentation de 1,30 € par an. On passerait à 27 € TTC par an, ce qui ferait donc pour 10 ans 270 €. Et la dernière, ce qui fait partie du vote aussi, c'est l'élargissement de contrôle à des installations économiques assimilées ménagères, c'est-à-dire des personnes qui auraient des ateliers complémentaires, c'est-à-dire je pense à une chèvrerie, à quelqu'un qui ferait une microbrasserie, à un atelier de transformation quelconque à usage agricole. Donc ça nous oblige, on est dans l'obligation effectivement de contrôler ce genre d'installation. Voilà, donc le vote, c'est sur la proposition d'évolution de 7 à 10 ans, la tarification et l'élargissement du contrôle des installations autres. Donc il y a des questions avant ? Yann Fontaine, maire de Jonchère. Depuis plusieurs années, on doit faire ce qui était prévu au départ, 300 contrôles tous les ans. On n'y est jamais arrivé. Donc là, on doit en faire 280. En plus, bien sûr, viennent se greffer à ça les contrôles pour les ventes. Ils sont dans ces contrôles, oui. Sur les 280. Ils ne sont pas dans les 280, ils vont être en plus. Alors, les 280 contrôles, on a 2000 abonnés au SPANC sur la communauté de communes du Diois. Donc, quand on parle de 280 contrôles par an, ça inclut effectivement le diagnostic vente, les diagnostics de remise aux normes des installations, etc. D'accord. Et donc, les contrôles qui devaient avoir lieu dans les 7 ans oui. sont repoussés à 10 ans.
les contrôles, la périodicité va passer à 10 ans, oui. C'est-à-dire qu'on devra faire comme l'autorise la loi. La loi nous autorise à faire ces contrôles sur 10 ans maximum. Donc l'étalement va s'effectuer sur 10 années. Et pour effectivement pouvoir atteindre ce stade de 280 contrôles par an, on embauche effectivement une personne. Mais est-ce qu'une personne, ça va suffire vraiment? Enfin, Oui, ça fait plusieurs années qu'on en parle quand même. Donc, oui, sachant que dans l'organisation des contrôles, on s'est toujours attaché effectivement à faire les contrôles le plus complets possible. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir effectivement un agent, un spanker qui passe et qui facture directement les opérations sans prendre le temps de donner des explications, sans le temps de donner des conseils. Donc au niveau de la communauté de communes, on a toujours voulu expliquer aux gens ce qu'on faisait. Donc il est nécessaire de continuer comme ça. Mais effectivement, avec un équivalent et demi, temps plein, on pense faire les 280 contrôles pour l'année. Monsieur Dupeigne. Je renchéris la question, comme ça a déjà été le cas, qu'on a discuté de ce point-là en la réunion de présentation des commissions qui a eu lieu, je ne sais plus quand, mai-juin. Bon, bref, on avait décidé 7 ans, on n'arrive pas à le faire, donc on se met à 10 ans. L'année prochaine, on essaiera de mettre à 12 si la loi a changé, etc. Enfin, c'est pas très sérieux d'augmenter la périodicité des délais de contrôle des installations qui sont pas toujours en très bon état et qui doivent être mises en conformité. Et lors de la présentation du dernier rapport annuel, il avait été clairement dans les chiffres qu'il y avait pas mal d'installations qui étaient non conformes et qui n'avaient pas une visite de contrôle après pour vérifier qu'elles étaient redevenues conformes. Sur ce... Alors actuellement, dans les non-conformités, il n'y a pas forcément obligation de travaux. Il y a obligation de travaux quand il y a des nuisances, quand il y a danger de l'assainissement. Mais sur du non-conforme, il y a tout un tas de non-conformités qui ne sont pas forcément suivies d'obligations de travaux. Là, la législation elle changera peut-être d'ici quelques années, mais pour l'instant, dans la non-conformité, il n'y a pas toujours obligation de travaux. Des non-conformités parce qu'on constate que le robinet n'était pas en rouge alors qu'il doit être pas en bleu. Non, ça peut aller... Il y a ça quand même, il y a un regard qui n'est pas tout à fait carré comme il faut. Bon, ça fait partie des non-conformités et qui sont effectivement pas très graves. Mais il y a des non-conformités parce qu'il y a des rejets. Oui, mais Monsieur Dupeigne, je suis désolé de vous couper, mais il y a une loi qui nous dit effectivement quelles sont les non-conformités quand il y a un captage, etc. Et là, il y a des contrôles qui sont faits derrière. Enfin, je trouve votre intervention, comment dire, un peu incisive en disant au vice-président que le travail n'est pas fait sérieusement. Le travail est fait sérieusement dans le cadre de la loi. La loi permet de 7 à 10 ans maximum. On passe à 10 ans, non pas pour faire du moins bon travail, mais pour faire du meilleur travail et pour continuer à faire du conseil qu'on fait jusque-là gratuitement. Et puis, je crois qu'on pourrait effectivement faire du contrôle à la chaîne qui consisterait à voir qu'un regard, on ne peut pas l'ouvrir et on mettrait tout de suite non-conformité. Alors que les agents du SPANC aujourd'hui, on a un exemple de spanker qui a œuvré pendant quelques temps sur la communauté de communes. Je crois qu'on a toujours demandé à ce qu'on ait vraiment une politique de conseil auprès des gens, d'assister les gens. Il ne s'agit pas de venir faire le tour vite fait des installations, de facturer 180 € et s'en aller. Ce n'est pas la politique qui a été choisie. Sur les degrés de non-conformité, c'est exactement ce que j'ai dit. Il y a des choses qui ne sont pas très graves et qui se rendent quand même dans les catégories de non-conformité. Mais le rapport annuel du SPANC montre que le résultat du service n'est pas à la hauteur. Alors peut-être qu'il sera maintenant en meilleur état parce qu'il y aura du temps disponible supplémentaire pour le faire. Mais c'est quand même un point qui n'a pas la qualité qu'on pourrait espérer. Enfin, c'est mon avis, en tout cas, je ne crois pas que ce soit une histoire de qualité. Je pense qu'on confond... Excuse-moi Pascal de te couper la parole. Je pense qu'on confond plusieurs choses. La police, le pouvoir de police et la conformité des SPANC, c'est le pouvoir du maire, Monsieur Dupeigne. Donc le contrôle de conformité, derrière, en tout cas, c'est pour ça que les rapports sont envoyés en mairie. Et c'est au maire à faire respecter derrière la loi. Pascal, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ce que je voulais dire, la mesure qui est proposée en recrutant un agent, c'est aussi d'éviter qu'on ait une rupture de service, puisqu'on avait un seul agent contrôleur. Donc pour l'instant, Florence n'est jamais tombée malade, mais si un jour ça arrivait, on ne pourrait même pas assurer les contrôles ventes. Donc on a une continuité du service qui peut être organisée et de terminer l'ensemble des contrôles périodiques dans le délai maximum de 10 ans. Ensuite, le rôle du SPANC, c'est effectivement de faire un diagnostic de ce qu'il constate sur les installations et dans le cadre du cadre réglementaire qui s'impose aux particuliers. Nous, si on a des refus d'accéder aux installations, si on a des refus de faire le contrôle, on peut mettre en place une sanction administrative. Mais en tout état de cause, la police de l'assainissement, elle relève du maire au même titre que la police de l'urbanisme. Donc on a déjà eu des échanges avec les services techniques de la ville de Die pour identifier quelles sont les installations qui ont un danger pour l'environnement, pour la santé publique. On doit avoir une réunion qui s'organise courant mai ou juin pour en parler avec les élus et voir quel type d'action les élus souhaitent mettre en place sur la commune de Die pour effectivement traiter les installations qui représentent un danger pour l'environnement ou pour la salubrité publique. Et la non-conformité, parfois, c'est effectivement la question du regard, où on peut avoir aussi un élément type une mauvaise ventilation, donc ça nécessite des travaux, mais qui sont relativement simples pour le propriétaire de l'installation. Merci Pascal pour ces précisions. Donc on fait voter? Alors là, oui, il faut faire voter. Donc on va faire voter les 3 propositions. Hein. S'il n'y a plus de questions, donc qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? Vote à l'unanimité. Merci. Ah ben, Rivière, je reste là, mais je prends d'autres papiers. Donc là, au niveau de la Rivière, 106 000 €, dont 104 000 € de taxes GEMAPI. Donc au niveau des 2 premiers syndicats, donc je rappelle, au niveau de la communauté de communes, on est concerné par la Drôme, Rivière, Drôme, par le Buèche, pour une petite partie de la commune, Luce-la-Croix-Haute, et puis prochainement la Bâtie-des-Fonds, et au niveau du SMEA, donc l'Aigle, avec les communes qui sont de l'autre côté du col de Prémol, jusqu'à la sortie de la communauté de communes. Alors pour les 2 premiers syndicats, en fait on est sur le PAPI, donc les plans d'action contre l'inondation, et qui va entraîner effectivement des actions dans le cadre de la GEMAPI, donc surtout sur le volet PI, prévention inondation. Et au niveau du SMEA, donc de l'Aigle, on est plutôt, aujourd'hui, c'est un syndicat qui est jeune, puisqu'il date de 2020 simplement. Et donc c'est un syndicat qui a un gros problème de maîtrise foncière, puisque contrairement à la Drôme, toutes les digues qui sont sur l'Aigle sont des ouvrages privés. Donc avant d'intervenir sur ces ouvrages privés, il y a un gros travail d'appropriation de ces ouvrages, c'est-à-dire soit les propriétaires font des travaux, soit ils rétrocèdent leurs digues au syndicat. Voilà, donc du coup, ça entraîne un mouvement au niveau de l'appel à la taxe GEMAPI. Donc le principe, c'est que nous, au niveau de la communauté de communes, on transmet à l'administration fiscale qu'on attend un produit de 104 000 €, et ce qui se traduit sur les feuilles d'impôt, donc taxe d'habitation, taxe foncière bâtie et impôt sur les sociétés, d'un montant qui, effectivement, nous rapportera à nous, communauté de communes, 104 000 €. Donc la question qui avait été posée aux sénateurs et à nos parlementaires, c'était l'avenir, étant donné que la taxe d'habitation a disparu pour au moins la moitié des contribuables. Ça fait partie effectivement de nos 104 000 €. Donc qu'est-ce que ça donnera dans l'avenir? La question reste posée.
Et après, il restait 2 000 € à couvrir, qui sont donc là pris sur le budget général de la communauté de communes, puisque c'est des actions hors GEMAPI. Y a-t-il des questions sur cette partie rivière GEMAPI? Monsieur Dupeigne. Donc Jean-Luc Dupeigne, là c'est en tant que délégué de la CCD au SMRD. J'ai retrouvé le vote du budget de la SMRD, donc tout va bien. Les 2000 piastres qui sont hors GEMAPI, on les trouve dans quoi? Dans le 014? Dans les dépenses non. Subventions, oui, bon. Et alors moi ce qui m'étonne, c'était dans le rapport, ce qui est écrit, c'est pour rappel, le produit 2020 s'élevait à 72 320 €. Alors ça m'étonne un peu, parce que nous, au SMRD, on a voté donc 84 884 en 2021, mais qui était égal au vote de 2020. Voilà. Alors on avait appelé au nous 84 000, peut-être moins les autres syndicats, et on a récupéré de l'État que les 72 320. Alors là, c'est les trois, on va le voir tout à l'heure. C'est les 3 syndicats là. Hein. Justement, ça devrait être plus élevé. Non, parce non, que non. 3 c'est plus élevé que 1. Les 3 syndicats ne sont pas du tout on le vote au tout même à l'heure, niveau. Pascal. Ça. Il y a une diapo tout à l'heure sur le vote. D'accord, donc c'est une diapo à part, ça. Mais je répondrai à ta question dans 2-3 minutes. Pas d'autres questions? Bernard? Merci. Juste pour répondre par rapport à ton interrogation, j'ai eu la réponse de Madame Gouraud aujourd'hui, donc je vais vous la lire. Les syndicats à contribution fiscalisée votent un produit, donc ce que vous avez dit, qui est ensuite mécaniquement réparti sans qu'ils puissent modifier la répartition entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata du produit de ces impositions. C'est le cas de la taxe GEMAPI. La loi de finances 2020 prévoit que les syndicats continueront d'adopter le produit des contributions fiscalisées qui progressivement, puis totalement à compter de 2023, puisqu'en 2023, il n'y aura plus de taxe d'habitation sur les résidences principales, sera donc répartie entre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière et les cotisations foncières des entreprises. Voilà. Donc la répartition sera faite automatiquement par les services de l'État. Merci. Et sur 3 impôts au lieu de 4. Énergie, Catherine. Là, il s'agit bien de la compétence énergie et pas du budget chaleur. Alors, Catherine Pellini, donc vice-présidente en charge de la compétence énergie renouvelable. Donc, le budget énergie cette année, alors il représente que 1%, c'est vrai, du budget total. C'est peut-être peu, mais il a donc 85 465 €, dont 20 000 € en investissement. Je dis c'est peu parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais en même temps, ça va être un levier formidable parce qu'il va permettre aux ménages de faire des économies sur leur logement via le SPE, on va le voir. Et ce sera un levier aussi économique pour les entreprises parce que ça va aider, enfin, il va y avoir plus de travail pour les entreprises dans le bâtiment de par la rénovation des bâtiments. Et un levier économique aussi, parce que si on doit développer nos énergies renouvelables, il va y avoir des créations sur le secteur, voilà, le photovoltaïque, etc. Donc, voilà, donc c'est peu, mais c'est beaucoup pour ce que ça va faire après. Donc, pour ce faire, comme on a pris la compétence énergie et qu'on veut aller vers un territoire énergie positive, donc diviser par 2 les consommations et la production x4. Alors, la production x4, c'est même x3 pour nous. Parce qu'en fait, x4, c'était à l'échelle de BioVallée, des 3 intercos. Et nous, on est un peu meilleurs que les autres. Et déjà, on produit pas mal. Donc, finalement, nous, ce serait plutôt x3 que x4. Voilà, on est bon élève. On parle d'énergie renouvelable, là. Oui, oui. L'énergie renouvelable, pardon. Donc, il y a un demi-agent qui a été affecté à ce service énergie qui va nous aider donc à porter tous ces projets.
pour la sobriété et l'efficacité. Donc, on a signé une convention SPE, Service public de performance énergétique de l'habitat, avec la CCVD et la 3CPS, qui nous coûte, entre guillemets, 24 025 €, y compris la convention ANA. Donc, ANA est plus portée sur tout ce qui est logement social. On l'a vu tout à l'heure en bureau communautaire, pour ceux qui étaient présents. Voilà. Donc, la convention après énergie ZED, 2400 €, ça sert à... La convention avec le ZED nous sert à faire des diagnostics de consommation et à savoir que sur les 2400 € de convention signée, on récupère, si on peut dire, déjà 16 000 € pour les travaux du siège de la communauté de communes pour la chaufferie. Troisième point, la rénovation thermique du siège. Donc ça, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Après, l'autre volet, donc la production d'énergie renouvelable, donc c'est ce qui correspondait au x3, enfin x4 là, mais x3. Donc un contrat de développement des énergies renouvelables thermiques avec l'ADEME. C'est en fait un appel à projet qu'on a formalisé avec la CCVD et la 3CPS. Définition du mix énergétique 2040 et faisabilité. Donc là, c'est le travail de la commission énergie qui devait se réunir pour ceux qui en font partie au mois d'avril et vu les circonstances. Donc ce sera repoussé vraisemblablement au mois de mai. On la repousse parce qu'on ne peut pas la faire en fait en vidéoconférence parce qu'il s'agissait de faire le jeu TEPOS. C'est un jeu qui va nous permettre de définir pour le territoire vers quelles énergies renouvelables on va. Donc c'est territoire énergie positive. Voilà, donc ce sera animé par DeWatt. Donc on est obligé de repousser pour qu'on se voit tous autour de ce jeu. Définition, voilà, et participation complémentaire à DeWatt de 20 000 €. Donc DeWatt est une SIC dans laquelle on a déjà mis des participations, 50 000 € de mémoire, et pour lesquelles on a des retours. Voilà. Et DeWatt nous aide et nous accompagne dans le développement des énergies renouvelables. Lors d'une réunion, ils ont même dit qu'ils étaient à notre service. Voilà. Donc on travaille avec eux et voilà. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des questions donc sur l'énergie? Non. Ah. Monsieur Fontaine, maire de Jonchère, on avait parlé donc à un dernier conseil communautaire de l'hydroélectrique. Est-ce que DeWatt est compétent là-dedans ou est-ce qu'on va faire appel à d'autres? DeWatt peut accompagner. Hein. Après, chaque commune, je dirais, reste souveraine aussi dans ses choix. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Quand on aura besoin d'expertise, ça c'est la commission qui va le déterminer, hein, mais quand on aura besoin d'expertise, on ira la chercher. C'est pas leur spécialité, DeWatt. Mais ils savent après nous orienter. D'autres personnes s'il le faut, quoi. Aujourd'hui, la source hydraulique, on le verra hein, quand je vous invite à venir faire le jeu TEPOS, c'était extrêmement intéressant. Mais je crois que l'hydraulique, c'est 1 ou 2% supplémentaire. Donc c'est pas ce qui nous aidera. Il faut le faire. Hein. C'est pas parce que c'est peu qu'il faut pas le faire. Il faut le faire, mais c'est très peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on continue. Merci Catherine. Et donc là, Catherine aurait pu le faire aussi, mais je vais le faire vite fait. Donc son eau contribution aux participations à la médiathèque, on participe pour 10% et la ville de Die pour 10% sur l'aspect nous territorial en général et la ville de Die, bibliothèque municipale. Et le théâtre, alors je ne vois pas, mais ça doit être 10 000 qu'il y a derrière, 10 000 plus 6 400. Vous verrez dans le budget, le théâtre, on versait un fonds de concours à la ville de Die et maintenant on va verser directement notre subvention au théâtre. Voilà, c'était une remarque de la Chambre régionale des comptes. Ça ne change rien pour nous, mais c'est plus clair et sur ces missions territoriales.